Passons maintenant à la deuxième partie, vie et conscience. Donc les courants de vie qui vont venir habiter et se déployer dans ce champ d'évolution. Voilà. Abordons le concept de vague de vie, hein, les vagues de vie. C'est une expression en théosophie qui est fréquemment employée et qui a trois sens différents en lien avec le système solaire à tout le moins. Donc il y a d'abord un premier sens, les trois grandes effusions de la vie divine. Donc c'est les trois personnes ou trois aspects de la Trinité, les trois logoi, dont on a parlé tantôt, le premier, deuxième, troisième logos, qui sont en fait la naissance, la nourriture et le soutien du système solaire. Donc c'est ce qui permet à la vie et à l'espace d'exister. Il y a aussi les courants de vie ou les impulsions successives de la deuxième effusion, c'est-à-dire du deuxième logos, qui souvent, le deuxième logos, on va dire qu'il est le Fils. Hein? Donc, le Fils. Le troisième logos étant davantage le Saint-Esprit, la Sancta Spirita, la Mère, mais le deuxième logos étant le Fils. Et ce deuxième logos va entrer en action après que le troisième logos a fait, s'est manifesté, ou en fait a fait son travail de mettre le champ d'évolution en place. Maintenant, on est prêt à envoyer la vie dans ce champ d'évolution. Et ça, c'est la deuxième effusion, le deuxième logos. Et comme troisième définition, plus pointue encore, on va parler du transfert de la vie d'une planète ou d'un globe à un autre dans une chaîne. Donc, vous vous souvenez qu'on a parlé des 7 globes dans une chaîne et 7 rondes autour de ces globes ou de cette chaîne. Donc, le déplacement de la vie, des courants de vie d'un globe à l'autre, ce sont les vagues de vie dont on parle ici, le transfert des courants de vie d'un globe à un autre, dans le cadre d'une chaîne. Donc, 3 définitions bien distinctes, à ne pas confondre. Ensuite, sur la diapositive que vous voyez en ce moment, donc, on parle de la conscience qui croît ou s'expand à travers 7 règnes dans l'évolution humaine. Donc il faut un certain temps, une très très longue période de temps pour que chaque règne s'expérimente, que la conscience ou la vie s'expérimente dans chacun des règnes, c'est-à-dire à travers des véhicules que l'on nomme des règnes, avant de passer au règne suivant. Donc le premier règne est le règne élémental, le deuxième élémental, troisième élémental, qui sont des règnes de plus en plus organisés. Ensuite, on a le règne minéral, qui est plus organisé que les élémentaux, et qui est le point tournant, le point d'équilibre ou de conflit entre la matière et l'esprit. Et ensuite, on a une ascendance qui se produit avec le règne végétal, le règne animal, pour culminer dans le règne humain, puis le règne surhumain. Donc, pour évoluer un être humain, il faut passer à travers ces 7 règnes. Voici un petit tableau qui est tiré de M. Powell, du système solaire de M. Powell, page 56, les courants de vie et leur progression. Donc, on vient de définir les courants de vie. Prenons la 3e définition des courants de vie et regardons ce schéma avec les 7 chaînes. Un peu plus tôt, on a parlé des chaînes. Je vous ai présenté un tableau qui montrait les chaînes. Excusez-moi, qui montrait les chaînes
52e. Donc un peu plus tôt, je vous ai montré ce tableau que je montre à nouveau ici. Voilà, celui-ci. Donc je vous montrais les globes et leurs contreparties. Et en rouge, en haut, j'ai inscrit quelles étaient les chaînes qui étaient concernées dans leur manifestation par les globes les plus denses et leurs contreparties. D'accord? Donc, on voit ici que les chaînes première, septième, c'est-à-dire la première et la septième chaîne, est concernée par des globes de matière mentale supérieure dans ces globes les plus denses. Les deuxième et sixième par des globes de matière mentale inférieure dans son globe le plus dense. Troisième et cinquième avec de la matière astrale dans son globe le plus dense. Et quatrième, matière physique dans son globe le plus dense. Quatrième chaîne. Donc on revient ici. Voilà. Donc, ces mêmes chaînes, ici, donc chaîne 1, chaîne 7, chaîne 2, chaîne 6, chaîne 3, chaîne 5 et chaîne 4. Actuellement, nous sommes à la chaîne 4. D'accord? Et j'aimerais que l'on porte attention ici à ces petits carrés, ces petites cases. Débutons en haut. Le règne supérieur dans la chaîne 1, c'est le règne humain. Il y a aussi un règne animal, il y a un règne végétal, il y a un règne minéral. Ici, on a un règne élémental 3, un règne élémental 2 et un règne élémental 1 qui est produit ou émané directement du logos. Parce qu'il n'y a pas de vide dans la chaîne d'évolution. Il faut toujours qu'il y ait ces 7 règnes de présents en évolution. Donc, on a ici les 7 règnes. Il y en a un qui vient directement du logos, l'élémental 1, et tous les autres viennent de la chaîne antérieure. Il y a eu ici un pralaya, un sommeil, mais il y a eu une chaîne antérieure, dans un manvantara antérieur, et les élémentaux 1 sont devenus des élémentaux 2 dans la première chaîne de notre manvantara actuel. Les élémentaux 2 sont devenus des élémentaux 3, les élémentaux 3 sont devenus des les minéraux des végétaux, les végétaux des animaux, et les animaux sont devenus des humains. C'est la règle générale simple qui s'applique. Les humains, au terme de la première chaîne, la chaîne 1 de notre Manvantara, au terme, sont devenus des humains parfaits. Et là, se sont vus offrir 7 voies de développement pour leur avenir. Donc on voit que ce tableau nous permet de comprendre que d'une chaîne à l'autre, les règnes évoluent dans un règne supérieur. Mais pour une même chaîne, les monades qui évoluent en tant qu'humaines vont rester humaines jusqu'à atteindre la perfection. Les animaux vont rester, des monades vont évoluer dans des véhicules d'animaux, dans le règne animal. Les monades qui évoluent dans des véhicules végétales, vont demeurer des végétaux, etc. Pour une même chaîne. Chaque courant animera un règne pendant toute la période d'une chaîne, passant au règne immédiatement supérieur dans la chaîne suivante. C'est ce qui nous est mentionné ici. Procédons à un petit exercice pour voir si on a bien compris la chose. Donc, si on regarde ici ce diagramme, à la chaîne 1, les élémentaux 1
vont évoluer pendant 7 chaînes et vont devenir des humains parfaits au terme de la chaîne 7. D'accord? Donc, le trait rouge, c'est ce qui nous permet de voir. Donc, pour qu'un élémental évolue dans son Manvantara, de l'élémental jusqu'à l'humain parfait, ben, il faut qu'il se situe sur ce courant de vie. D'accord? Courant de vie qui entre dans la première chaîne comme élémental 1 et atteint sa 7e chaîne comme humain et peut, au terme de sa 7e chaîne, devenir un surhumain ou être prêt à passer dans le stade surhumain. Deuxième exercice. Donc, on voit ici qu'il y a un chevauchement entre deux Manvantaras. Et c'est ce qui nous concerne actuellement. C'est le courant de vie qui entre dans la première chaîne comme minéral, atteint le stade humain à la 4e chaîne. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des humains, nous sommes à la 4e chaîne. Donc nous sommes entrés dans notre Manvantara à la première chaîne comme des minéraux. Et il y a eu un pralaya avant notre Manvantara et un autre Manvantara où nous nous sommes développés, nous, monades, dans 3 règnes différents. Les règnes élémental 3, élémental 2, élémental 1. Donc on est des créatures spirituelles qui chevauchent deux Manvantara. Ce schéma montre tout simplement que notre système d'évolution planétaire est un champ évolutif complet et qui se suffit à lui-même, avec un début et une fin relative, là, qui ne forment qu'un chaînon dans des séries plus vastes de systèmes successifs. C'est ce que nous dit M. Powell. Donc, voyons tout simplement que nous avons ici un logoïde d'un plan. Chaque carré représente un Manvantara, à l'intérieur desquels chaque colonne représente une chaîne et permet d'évoluer de façon continuelle les règnes qui y entrent et qui en sortent pour permettre à la conscience de se développer à travers différents véhicules qui conviennent toujours de plus en plus au niveau de développement où cette conscience est rendue, que cette conscience a atteint. Donc, chaque matrice est un Manvantara et ça se développe de Manvantara à Manvantara avec des pralayas, des grands pralayas entre chaque Manvantara. L'avancement actuel du système solaire, du système planétaire terrestre, Donc, nous avons dans notre Manvantara, au système planétaire terrestre, 7 chaînes du système terrestre. Il y en a 3 de passées. On en est à la 4e. Et dans cette 4e chaîne, on voit qu'on est rendu à la 4e ronde. On en est à la 4e ronde. Et dans cette 4e ronde, le courant de vie a atteint pour une 4e fois le globe terrestre. Donc, 4e globe ou plan physique, la Terre. On est donc exactement à la moitié du parcours dans cette 4e chaîne. À quoi rime ou à quoi sert tout cela? Donc, imager ou présenter de façon schématique, les buts de nos 7 chaînes
sont l'évolution de la vie. Et du règne élémental, du règne élémental jusqu'au règne humain et règne surhumain. Donc, l'objectif est d'évoluer, de faire évoluer la conscience pour qu'elle devienne soi consciente et qu'elle développe ses facultés à travers différents véhicules toujours de plus en plus organisés, de plus en plus raffinés, complexes, pour lui permettre d'expérimenter sur les plans, sur les différents plans, toutes ses facultés, de mettre en action toutes ses facultés et de les développer. Les véhicules ne sont pas l'être. L'être habite les véhicules. La vie habite son contenant. Les véhicules sont constitués de la matière des plans. Et la conscience qui utilise, qui forme des véhicules autour d'elle-même pour pouvoir entrer en relation avec les plans et les autres êtres, va chercher la matière la plus appropriée au moment où elle s'incarne pour se déployer dans ce champ d'évolution. Donc, ce schéma que l'on voit ici montre la vie élémentale, minérale, qui se sépare en eau et en terre. C'est simple, hein, ce qu'on leur montre tout simplement. Et par la suite, va nous amener, si on suit le trait jaune, vers les mousses, les fougères, les plantes à fleurs, les arbustes, etc. Les mammifères, enfin les animaux, il y a les reptiliens et les mammifères inférieurs pour en arriver aux mammifères supérieurs et aux animaux domestiqués, c'est-à-dire les mammifères qui sont en lien avec l'humain, et ultimement passer au stade de l'homme, homme primitif, ordinaire, avancé, disciple, adepte, pour accéder ultimement, passer du règne humain au règne surhumain. Donc, c'est une des lignes une synthèse qui montre le développement de l'être humain. Il y a aussi, en parallèle, le courant de vie qui va développer les dévas, les anges. Les anges qui vont être, d'une certaine façon, en symbiose avec l'être humain, en collaboration avec l'être humain. Et ultimement, les humains peuvent fusionner dans la voie de développement des dévas pour devenir des esprits solaires. C'est un schéma un petit peu complexe que je vais laisser de côté pour l'instant. Je ne vois pas l'intérêt de vous le montrer aujourd'hui. Donc, l'évolution de l'être se fait pour amener l'être humain à mettre le pied sur le sentier et de traverser un certain nombre d'initiations. À un moment donné, lorsque l'être comprend qu'il fait partie d'un grand plan divin, qu'il a une place et qu'il est prêt à être en collaboration avec ce plan, donc il est prêt à mettre le pied sur le sentier, donc il y a une certaine probation, et une fois que qu'il a passé sa probation, bien là, il passe des initiations. Donc tous les rayons, l'ensemble des rayons, du premier rayon au 7e rayon, pourront passer les initiations 1, 2, 3 et 4e initiation. À partir du moment où on parle de la 5e initiation, on va parler de l'initiation Aseka, et ensuite la 6e, l'initiation Kohan, pour devenir Kohan. Quand on arrive à la 7e initiation, les rayons 3e au 7e vont accéder à des initiations de Mahakohan, alors que les rayons de 2e vont devenir des Bodhisattvas et le premier rayon va devenir un Manu. Quand on parle de rayons, chaque être humain, monade, exprimons cela sous la forme de monade, c'est-à-dire d'étincelles divines rattachées au logos cosmique,
à l'océan de lumière, en quelque sorte. Chaque monade, étincelle divine, est porteuse d'une couleur, d'une teinte, d'une inspiration, d'une mission, en quelque sorte, et d'un potentiel à réaliser en fonction d'un rayon en particulier. Tous les rayons, elle les porte, comme la lumière blanche comporte toutes les couleurs, mais elle a une teinte particulière. Donc elle se développe selon son rayon, qu'elle découvre au fur et à mesure de son cheminement. On en arrive donc à la 7e initiation, où elle va devenir soit Mahachohan, Bodhisattva ou Manu, en fonction de son rayon. Et à la 8e initiation, les rayons vont se confondre. Pourquoi? C'est parce qu'on dit qu'à un moment donné, il faut expérimenter les facultés, les propriétés de chacun des rayons. On ne peut pas, pour être un être humain équilibré, parfait, se cantonner uniquement à un rayon. On va expérimenter tous les rayons. Donc, ultimement, un 3e ou un 7e rayon peut prendre la position d'un 2e rayon s'il accède à la 8e initiation pour devenir un Bouddha. Ben, un rayon 3 ou un rayon 7 ou 5 peut devenir un Bouddha qui est de 2e rayon. Et un Bouddha Pratyeka sera un 1er rayon. Par la suite, à partir de la 9e initiation, ben on se retrouve tous dans un seul et 1er rayon, Seigneur du monde. Le Seigneur du monde, c'est le grand instructeur. Le Christ est un grand instructeur. Et par la suite, 10e rayon, on cesse d'être visible. On devient un veilleur silencieux, et c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose, même le Seigneur du monde est quelque chose d'immense. Donc, plus l'initiation devient croît en nombre, plus la stature de l'être qui est initié est immense. Jina Rajadasa propose succinctement quelques étapes sur le sentier de l'initié. Donc celui qui est entré dans le courant, donc qui comprend devoir faire partie d'un plan, ou faire partie d'un plan est une bonne chose, et il l'accepte. Ensuite, l'autre initiation, celui qui reviendra une seule fois, c'est-à-dire qui se réincarnera une seule fois. 3e initiation, celui qui ne reviendra pas. La 4e initiation, on l'appelle l'Arat, ou le vénérable. C'est un maître. Et en quelque sorte, quelqu'un qui est près de la maîtrise, parce qu'il utilise le mot maître pour la 5e initiation, Aseka, le maître. Donc on voit que les initiations de 1 à 4, elles ont un sens différent de celle de l'Aseka. Les étapes sur le sentier du disciple, mais encore une fois, M. Jina Rajadasa, et c'est un livre qui date de nombreuses années, hein, donc prenons ça avec la compréhension et le vocabulaire de l'époque. Donc quelqu'un qui est idéaliste, et ensuite quelqu'un qui veut devenir ou qui devient un élève en probation, un élève en probation du maître. Ensuite, un élève accepté par le maître, donc qui a un certain travail à accomplir. Après un certain temps, le maître va l'agréer et va en faire son fils, le fils du maître, et à ce moment-là, l'élève va partager occultement, ésotériquement, une partie de l'être du maître. Donc, à quelque part, l'élève, le fils du maître, est en mesure de valider
sa propre conscience à partir de la conscience du maître, parce qu'il y a un lien très très étroit qui est établi entre les deux. Et viendra l'étape d'initié par la suite. Je me permets ici de rappeler au pied du maître, j'ai extrait le petit tableau, excusez s'il est croche à l'écran, mais je l'ai extrait d'évolution culte de l'homme de Gina Rajadasa, mais on le retrouve au pied du maître de Alcyone, sous différents formats maintenant. Donc, les 4 qualités requises sont le discernement pour l'initiation, sont le discernement, le détachement, les 6 points de conduite ou de bonne conduite et l'amour. En sachant que l'amour, sans l'amour, tous les autres ne mènent à rien. C'est l'amour qui est la qualité prépondérante, principale. Les 6 points de bonne conduite qui ont pu être énoncés de façon différente, dépendant des traductions, la maîtrise de soi à l'égard du mental, la maîtrise de soi dans l'action, la tolérance, le contentement, la résolution ou le one-pointness, ou l'unité de direction vers le but, sont toutes des façons d'exprimer ce 5e point de bonne conduite, et la confiance. La confiance en la vie, la confiance en l'enseignement, la confiance envers le maître, bien sûr. Donc, voilà. Des façons de mesurer, des guides, des jalons, des façons de mesurer un peu où on en est sur le chemin de notre développement spirituel. Excusez l'expression le sauvage, j'ai inscrit homme-enfant en dessous, c'est un vieux texte. Donc l'homme-enfant, je veux cette chose, je veux cela. L'homme civilisé, nous allons la partager, cette chose, nous allons la partager. L'homme spirituel, je veux vous aider. Le disciple va plutôt faire les choses en son nom. Le je va tendre à disparaître. Le maître, pas moi, mais le Père. Hein? Tout honneur et toute gloire à vous, Seigneur. Pas moi, mais vous. Donc, va s'effacer, le maître va s'effacer. Ce sont les motifs d'action qui peuvent parler ou décrire le niveau où l'on est rendu sur notre chemin spirituel. Je vous ai parlé tantôt de la ligne d'évolution à travers un Manvantara, et à chacune des chaînes, on monte d'un degré de règne, on change de règne, on passe au règne supérieur. Lorsque l'homme, dans son règne d'humanité, lorsque l'homme a terminé ces 7 chaînes d'évolution, et qu'il a développé toutes ses facultés, toutes les facultés qu'il avait à développer, qu'il a vécu tout ce qu'il avait à vivre jusqu'à la finalité de l'être humain, il devient un être parfait, un humain parfait. Qu'est-ce qui s'offre à lui comme évolution? 7 sentiers possibles. Donc, cette évolution pourra... la monade, en fait, pourra entrer en nirvana pour devenir peut-être, dans quelques mondes futurs, un avatar ou une incarnation divine. C'est ce qu'on appelle parfois prendre la robe dharmakaya. Le dharmakaya ne conservant rien de ce qui se trouve au-dessous de la monade. Et on se souvient que la monade, elle est dans le Anupadaka, le plan Anupadaka, qui est le plan immédiatement inférieur à Adi. Donc, elle n'a pas d'âme, ou d'atma, ni de bouddhi, ni de mental, jusqu'au physique. Elle n'a plus. Elle n'a plus ses vêtements. Elle ne conserve que Anupadaka Adi. Elle pourra entrer dans la période spirituelle
sentier qui inclut la prise de la robe Sambhogakaya. Donc elle conserve alors sa manifestation en tant que triple esprit et pourra probablement se montrer dans un, on dit, ogoeides temporaire. Le ogoeides, c'est l'œuf spirituel qui descend jusqu'au corps causal, ou en fait qui est au niveau du corps causal. Donc le corps causal étant le mental supérieur. Donc elle aura des véhicules ou des enveloppes qui descendent jusqu'à la matière mentale inférieure. Voilà. Elle pourra prendre la robe Nirmanakaya en conservant son corps causal et tous ses atomes permanents. Donc elle va conserver son corps causal, évidemment tous les corps supérieurs, et tous les atomes permanents, incluant les atomes permanents sur les plans de la personnalité. Donc au besoin, elle pourra se manifester sur le plan de la personnalité, puisqu'elle a conservé ses atomes permanents. Pour parler des atomes permanents, on l'abordera peut-être plus au niveau des questions. Elle pourra rester membre de la hiérarchie occulte ou la grande fraternité blanche pour travailler comme disciple et comme partenaire dans cette hiérarchie. Elle pourra passer à la chaîne suivante pour aider à la construction des formes. Donc c'est une possibilité. Soit dans le Manvantara actuel, et c'est ce qui risque d'arriver pour nous les humains, puisqu'on en est à la 4e, on est d'abord humain, et on est dans la 4e chaîne. Donc il y a des probabilités que beaucoup d'humains atteignent la perfection avant la 5e, 6e, 7e chaîne. Puisqu'on est déjà en train de travailler le stade humain. Donc on pourrait participer à la construction des formes dans les autres chaînes. Elle pourra aussi entrer dans l'évolution d'Eva. Donc, je l'ai dit tantôt, il peut y avoir une fusion entre les deux voies d'évolution parallèles, que sont la voie humaine et la voie dévacanique, des anges. Et elle pourra se joindre à l'état-major du Logos. Donc, on entend ici du Logos planétaire, peut-être aussi du Logos solaire, qui c'est peut-être du Logos cosmique, donc en quelque sorte être des messagers et des agents du Logos. Donc ce sont 7 voies qui s'ouvrent à l'homme parfait, l'humain parfait. Maintenant qu'on a vu de façon très très succincte la conscience et la vie se déplacer, se développer à travers le champ d'évolution, nous entrons dans la 3e partie qui est l'évolution humaine. Donc ici, faisons attention aux termes. J'ai gardé l'ancienne nomenclature de race et de sous-race. Mais l'humanité est en soi la race humaine et elle a développé au fur et à mesure de sa croissance des véhicules qui lui permettaient au cours de son évolution d'évoluer en elle différentes facultés et différentes qualités au gré des contextes de vie et bien sûr selon le plan divin, bien que ce plan ne se réalise pas toujours exactement comme il a été conçu, mais il est relativement suivi. Donc 7 races racines constituées chacune de 7 sous-races évoluent durant une période d'un globe. Concrètement, ce que ça veut dire. Nous sommes actuellement sur la Terre. Nous y sommes pour la 4e fois.
C'est la 4e ronde. Et tout le temps où l'humanité va expérimenter cette période d'un globe, c'est de cette façon qu'on l'appelle, cette période d'un globe qui est extrêmement longue, elle va passer à travers ce que l'on appelle 7 races mères ou 7 races racines. Et chacune de ces races est découpée, si on veut, en 7 sous-races, et même chacune de ces 7 sous-races est découpée en 7 rameaux, parfois nommés nations. Donc, c'est la raison pour laquelle je nous invite à faire attention avec les termes. Voyons ça un peu de façon mathématique, plutôt que de façon purement historique, pour le moment. Bien que les termes que l'on va utiliser peuvent nous inciter à penser que c'était des races, des populations en particulier. Donc, les races racines sont nommées de cette façon. La première race était la race éthérique. Donc, on voit tout de suite que c'était davantage des corps éthériques que des corps physiques. La deuxième race était une race hyperboréenne. La troisième, c'était la race lémurienne. On a entendu parler de la Lémurie. La quatrième race, c'était la race Atlante, l'Atlantide. La cinquième race, c'est la race présente, c'est la race aryenne. S'il vous plaît, ne regardons pas uniquement du côté de Hitler, mais étendons ça comme perception, compréhension. La sixième race n'est pas encore née, et la septième non plus. Voilà. Allons un petit peu plus loin. Dans la race Atlante, qui est un petit peu plus accessible dans le temps, on dit que la première race était Rmoaal, excusez ma prononciation, la deuxième Tlavatli, la troisième Toltec, la quatrième Touranienne, la cinquième Sémitique, la sixième Acadienne et la septième Mongolienne. Donc vous voyez dans les dernières races mentionnées, on commence à rentrer avec des terminologies ou une nomenclature et des concepts, des conceptions de races que l'on connaît au niveau historique. Donc il faut quand même faire attention à savoir, parce que ce sont des connaissances qui nous sont transmises par des chercheurs. Je n'ai pas eu la possibilité de valider ces affirmations. Dans la cinquième race racine aryenne, celle dite aryenne, on a cette sous-race aussi. Donc, la première, la race hindoue, la deuxième, aryo-sémite, la troisième, iranienne, la quatrième, celte, la cinquième, la race teutonique, la sixième commence à se manifester, et la septième, elle n'est pas encore apparue. Donc, ce sont des sous-races ici. Donc, on voit qu'on retrouve encore des nations, des peuples, et que la cinquième race devrait être la sous-race la plus prédominante actuellement. Bien sûr, les races, à cause des migrations, ont pu se mélanger, se métisser. Donc, des races pures n'ont pas nécessairement, n'existent pas encore nécessairement de façon pure, non mélangée. Et chacune de ces races avait, selon la culture, selon le message, les messagers, les instructeurs qui leur ont été envoyés, des qualités à développer et un certain idéal humain ou des facultés à développer dans leur potentiel. Ce schéma manque de clarté.
Je vais le passer tout simplement, mais ça permettait de voir les races racines, les sous-races, les plants, mais je le laisse de côté. Donc, clarifions tout ça. Sous forme numérique, les rapports s'expriment de la manière suivante. On a 7 races secondaires ou des nations, ou parfois appelées des rameaux, qui forment une sous-race. On a 7 sous-races qui forment une race racine. On a 7 races racines par période d'un globe. Une fois que et on a 7 périodes d'un globe par ronde, puisque le courant de vie passe par 7 globes distincts, et qu'à chaque passage sur un globe, ça équivaut à une période d'un globe. Donc 7 périodes d'un globe. Lorsqu'on a fait les 7 rondes, on a une chaîne. Évidemment, lorsqu'on a fait les 7 rondes, ben on a fait 7 fois 7 globes, donc 49 périodes de globes. C'est ce qu'on a fait avec autant fois 7 races racines, fois 7 sous-races, fois 7 rameaux. Donc faites le calcul, c'est énorme. C'est énorme en termes de plan évolutif et c'est énorme en termes de durée aussi. 7 rondes équivalent à une chaîne, 7 chaînes à un système d'évolution planétaire, et puisqu'on a dit qu'on avait pour notre système solaire 10 systèmes d'évolution planétaire, ben, on se retrouve avec un système solaire de 10 systèmes d'évolution planétaire, chacun comportant 7 chaînes d'évolution. Et chacun de ces systèmes planétaires, on a vu la carte un peu plus tôt, en forme de 10 pétales, n'est pas au même niveau dans son développement. Des notions intéressantes. Que je souhaite ne pas aborder pour l'instant. Des notions un peu compliquées et pour lesquelles on m'a remis en question dernièrement et j'aimerais approfondir le sujet. Encore une fois, voilà, ici. Que sont les manus? Les manus sont, c'est un terme générique, servant à désigner une classe d'êtres spirituels, de dirigeants, répartis d'après de nombreux grades ou rangs différents. Donc il existe différents manus qui vont occuper des fonctions différentes. Donc le logos planétaire est un manu, en quelque sorte. Mais chaque chaîne planétaire a son manu. Le responsable de l'évolution d'une ronde a aussi son manu. Et il y a un manu qui est chargé de la période d'un globe, qui comporte 7 races mères ou 7 races racines. Il y a un manu pour chaque race mère. Chacun des manus connaît sa fonction, sait ce qu'il a à accomplir et va tenter de mener à terme le bout de plan d'évolution qui lui est confié. Et chaque manu s'insère dans l'action d'un manu plus grand. Et il y a la notion de manu semence, qui est le responsable de l'humanité et des êtres vivants, des classes inférieures à l'humanité, ayant évolué durant une chaîne. Souvenons-nous que on a la chaîne qui se développe pendant 7 rondes, et à la suite de quoi, il y a un pralaya ou un sommeil, et là la chaîne va se désintégrer. Qu'est-ce qui advient des consciences, des monades qui se sont développées durant cette période de la chaîne, ces 7 rondes? Donc, ils sont recueillis par le manu semence, qui les garde en nirvana, qui les couvre en quelque sorte, et lorsqu'apparaît la chaîne
d'évolution suivantes, il les confie au Manu de cette chaîne. Donc, ce Manu est un Manu réservoir, un Manu nourricier qui recueille, hein, on l'appelle Manu semence, donc il recueille le fruit d'une chaîne et il la redonne, il redonne ce fruit ou les fruits d'une chaîne au Manu de la chaîne suivante. Voilà, c'est ce qui est... C'est la diapositive qui explique ce que je viens de vous dire en termes simples. Qui est le Seigneur du monde, donc le grand instructeur. On a l'habitude de le nommer en théosophie le grand instructeur. Il représente le logos solaire. Donc c'est notre logos solaire. C'est le roi réel avec ses ministres préposés à divers départements. On l'appelle parfois le Sanat Kumara, prince ou régent. Il est descendu du système d'évolution de Vénus, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous enseigne ici, avec quelques autres compagnons ou disciples sur le globe terrestre, donc au milieu de la 4e ronde actuelle et au milieu de la 3e race mère, la race lémurienne. Ses buts ont été et sont toujours de stimuler l'évolution mentale, de fonder la hiérarchie occulte sur la Terre, donc la grande confrérie blanche, et d'assurer la direction du gouvernement sur le globe terrestre. On s'entend, on parle du gouvernement spirituel. Donc voilà les notions de base que je voulais vous transmettre concernant le système solaire, tant au niveau du champ d'évolution qu'au niveau du déploiement de la conscience et de la vie à travers ce champ d'évolution, et quelle est la place de l'humain dans ce vaste plan divin, et les fruits attendus, les fruits qu'on produit et que produiront le système solaire actuel. Merci beaucoup.